Il y a une guerre en cours qui ne se livre ni avec des missiles ni avec des soldats. Elle ne fait pas la une comme un conflit armé, mais ses conséquences sont infiniment plus profondes. C'est une guerre qui se joue dans les conteneurs, dans les usines, dans les brevets, dans les semi-conducteurs, dans les ports et dans les réserves des banques centrales. Et je vais te le dire avec la clarté que donnent les chiffres et les faits. Les États-Unis l'ont déjà perdu. Je ne parle pas d'une défaite future. Je ne spécule pas sur ce qui pourrait arriver dans 10 ou 20 ans. Je parle d'une défaite qui a déjà eu lieu, qui est déjà inscrite dans les balances commerciales, dans les statistiques de production industrielle, dans les flux d'investissement mondiaux. Ce que nous observons aujourd'hui n'est pas une bataille, c'est l'épilogue, le moment où le perdant n'accepte pas encore sa défaite, mais où tous les autres la voient clairement. J'ai consacré des décennies à l'étude de l'économie politique, à l'analyse de la manière dont les empires s'élèvent et déclinent, au suivi des cycles d'accumulation du capital et des transferts d'hégémonie industrielle. Et ce que je vois quand j'examine les données de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ce n'est pas un affrontement équilibré, c'est une asymétrie brutale avec un vainqueur déjà identifié. La thèse que je veux que tu comprennes est simple. Les États-Unis ont déclenché une guerre commerciale qu'ils ne pouvaient pas gagner parce qu'ils ont attaqué un adversaire qui contrôle les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui dispose d'une base industrielle intacte et en expansion, qui possède des réserves financières suffisantes pour encaisser la pression et qui raisonne sur des horizons de plusieurs décennies, tandis que Washington peine à penser au-delà du prochain cycle électoral. Ce n'était pas une guerre commerciale, c'était un suicide industriel déguisé en patriotisme économique. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord saisir ce qu'est réellement une guerre commerciale et pourquoi celle lancée par les États-Unis était condamnée dès le départ. Une guerre commerciale, ce n'est pas simplement imposer des droits de douane sur les produits d'un autre pays. Cela, ce n'est que la surface, le geste visible. Une vraie guerre commerciale est une lutte pour le contrôle de la production, des routes logistiques, des intrants critiques et pour la capacité de tenir plus longtemps sans l'autre. C'est une épreuve d'endurance économique, pas un échange de coups symboliques. Et voici le point essentiel. Lorsque les États-Unis ont imposé leur premier droit de douane significatif contre la Chine en 2018, ils l'ont fait depuis une position que les architectes de cette politique pensaient être une position de force, mais qui était en réalité une position de dépendance totale. Regarde les chiffres. À l'époque, les États-Unis importaient de Chine pour près de 550 milliards de dollars de marchandises par an. Il ne s'agissait pas seulement de biens de consommation courante. On parle de composants électroniques, de machines industrielles, d'équipements de télécommunications, d'intermédiaires pharmaceutiques, de terres rares transformées, de panneaux solaires, de batteries au lithium, autrement dit, des éléments sans lesquels l'économie américaine ne peut tout simplement pas fonctionner. De son côté, la Chine importait des États-Unis environ 120 milliards de dollars, principalement du soja, des produits agricoles, quelques avions, certaines machines spécialisées. Des produits importants, certes, mais que la Chine pouvait se procurer ailleurs. Le Brésil pouvait fournir le soja, l'Europe des avions, d'autres pays asiatiques, une partie des équipements, mais les États-Unis ne pouvaient pas remplacer ce que la Chine leur vendait. Cette capacité n'existait nulle part ailleurs sur la planète. Les usines étaient en Chine, le savoir-faire était en Chine, les chaînes d'approvisionnement intégrées étaient en Chine, et ce n'était pas un accident, c'était le résultat de 40 ans de décisions prises par des entreprises occidentales, y compris américaines, qui ont délocalisé la production pour maximiser les profits à court terme. Voici l'ironie cruelle. Les mêmes entreprises américaines qui ont financé les campagnes politiques de ceux qui ont déclenché cette guerre commerciale sont celles qui ont créé la dépendance, rendant cette guerre impossible à gagner. General Electric, Apple, Nike, Walmart, toutes ont bâti leurs modèles économiques sur la fabrication en Chine. Et lorsque le gouvernement leur a demandé de rapatrier cette production, elles ont découvert qu'elles en étaient incapables.
Elle n'avait ni les usines, ni les travailleurs formés, ni les fournisseurs, ni les infrastructures nécessaires. Mais ce que presque personne ne comprend, c'est que le problème n'était pas seulement logistique, il était profondément économique. Produire aux États-Unis coûtait entre 3 et 5 fois plus cher qu'en Chine, et pas uniquement à cause des salaires. C'était une question de productivité, d'efficacité, d'intégration verticale, de rapidité d'exécution, de flexibilité industrielle que la Chine a développée pendant des décennies, pendant que les États-Unis fermaient leurs usines et célébraient l'économie de services. Lorsque les premiers droits de douane de 25% ont été imposés, la théorie était simple. Les produits chinois deviendraient plus chers et les consommateurs américains achèteraient des produits fabriqués localement. La réalité a été tout autre. Les produits chinois ont effectivement augmenté de prix, mais il n'existait pas d'alternative américaine équivalente. Les consommateurs ont donc simplement payé plus cher. Les droits de douane n'ont pas été un impôt sur la Chine, mais un impôt sur les ménages américains eux-mêmes. Les études économiques menées par la suite sont sans appel. Des chercheurs de la Réserve fédérale, d'universités comme Princeton ou Columbia, ainsi que de la Banque fédérale de New York, sont arrivés à la même conclusion. Pratiquement 100% du coût des droits de douane a été absorbé par les entreprises et les consommateurs américains. La Chine n'a pas payé ses taxes. Les États-Unis se les sont imposées à eux-mêmes. Et si tu pensais que l'histoire s'arrêtait là, détrompe-toi, car Pékin a répondu, et sa réponse a été chirurgicale, calculée, pensée pour infliger un maximum de douleur politique avec un coût économique minimal pour elle-même. Lorsque la Chine a appliqué ces mesures de rétorsion, elle ne l'a pas fait de manière générale. Elle a ciblé des produits précis, provenant d'États précis. Le soja de l'Iowa et du Nebraska, le porc du Midwest, le whisky du Kentucky, des produits agricoles issus de régions qui avaient voté pour l'administration ayant déclenché la guerre commerciale. Le message était limpide. Nous pouvons faire mal à vos électeurs. Les agriculteurs américains ont été frappés de plein fouet. Les exportations de soja vers la Chine ont chuté de plus de 70% sur certaines périodes. Des exploitations transmises de génération en génération ont dû déposer le bilan. L'État fédéral a été contraint de mettre en place des programmes d'aide d'urgence de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour éviter l'effondrement du secteur agricole. Et voilà le paradoxe absolu. De l'argent public américain a servi à indemniser des agriculteurs américains pour une guerre commerciale déclenchée par Washington et financée, dans les faits, par les consommateurs américains via la hausse des prix. Pour donner une idée de l'ampleur, le gouvernement des États-Unis a dépensé environ 28 milliards de dollars en à peine 2 ans pour ses plans de sauvetage agricole. C'est davantage que le budget annuel complet du département d'État. Une gigantesque redistribution de ressources destinée à compenser les dégâts d'une politique qui ne fonctionnait pas, mais qu'il était politiquement impossible de reconnaître comme un échec. Au lieu d'admettre l'erreur, l'administration a doublé la mise. Davantage de droits de douane, davantage de restrictions, davantage de discours affirmant que la Chine payait le prix et que l'Amérique gagnait. Sur le terrain, la réalité était exactement inverse. Et voici un point que les économistes répètent depuis des années, mais qui reste largement absent du débat médiatique. Non seulement la guerre commerciale n'a pas réduit le déficit commercial avec la Chine, mais en termes réels, une fois ajustée des effets de la pandémie, elle l'a aggravé. L'objectif affiché de toute cette stratégie était précisément de réduire ce déficit. Elle a échoué selon ses propres critères. Mais le dommage ne s'est pas limité au commerce bilatéral. Pour comprendre pourquoi cette guerre était perdue avant même de commencer, il faut comprendre le fonctionnement réel des chaînes d'approvisionnement mondiales. Une chaîne moderne n'est pas une simple ligne reliant un fournisseur à un client. C'est un réseau extrêmement complexe composé de milliers de fournisseurs, de sous-traitants, de transformateurs, d'assembleurs et de distributeurs interconnectés de manière parfois si opaque que même les entreprises qui y participent n'en ont pas une vision complète. Un objet aussi banal qu'un smartphone intègre des composants provenant de dizaines de pays.
ayant traversé plusieurs étapes de transformation, dépendant de matières premières extraites sur un continent, raffinées sur un autre et assemblées sur un troisième. La Chine n'est pas simplement un pays qui fabrique des produits. Elle est le nœud central de ces réseaux, le point où toutes les connexions convergent. Le seul pays au monde présent de manière significative à presque toutes les étapes de presque toutes les chaînes industrielles. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut reproduire ailleurs en 5 ans, ni en 10 ans, ni probablement en 20. Lorsque les entreprises américaines ont tenté de se détourner de la Chine, elles ont découvert ce que les économistes savaient déjà. Il n'existe pas d'alternatives équivalentes. Le Vietnam peut absorber une partie de la production à faible valeur ajoutée. L'Inde tente de développer ses capacités, mais reste en retard de plusieurs décennies. Le Mexique bénéficie de la proximité géographique, mais manque d'échelle et d'intégration. Aucun autre pays ne combine infrastructure, main-d'œuvre qualifiée, base de fournisseurs, efficacité logistique et capacité industrielle à grande échelle comme la Chine. Et il y a un détail rarement mentionné. Beaucoup des entreprises installées dans ces pays présentées comme des alternatives à la Chine sont en réalité des entreprises chinoises ayant déplacé une partie de leurs opérations. Lorsqu'une société américaine transfère sa production de Chine vers le Vietnam, il n'est pas rare qu'elle contracte avec une entreprise chinoise opérant une usine au Vietnam. Les profits continuent de remonter vers la Chine, la technologie reste chinoise, la dépendance demeure simplement avec une étape intermédiaire supplémentaire. Et si tu pensais que cela s'arrêtait là, non. Parce que pendant que Washington concentrait toute son attention sur les droits de douane, la Chine jouait une partie complètement différente. Une partie qui va déterminer qui dominera l'économie mondiale au cours des 50 prochaines années. Pékin n'a pas répondu à la guerre commerciale uniquement par des mesures de rétorsion. Elle a répondu en accélérant radicalement sa stratégie d'autosuffisance technologique. Elle a doublé puis triplé les investissements dans les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, la biotechnologie. Elle a construit des chaînes d'approvisionnement parallèles conçues pour ne plus dépendre de composants occidentaux. Elle a renforcé ses liens commerciaux avec le reste du monde pendant que les États-Unis tentaient d'ériger des murs. Regarde les chiffres de la recherche et développement. La Chine consacre aujourd'hui plus de 2,5% de son produit intérieur brut à la R&D. En valeur absolue, cela la place au deuxième rang mondial, juste derrière les États-Unis. Mais ce qui compte vraiment, c'est la dynamique. Les dépenses chinoises augmentent à un rythme supérieur à 10% par an. Celles des États-Unis progressent à moins de 5%. Les courbes sont appelées à se croiser, et dans certains secteurs stratégiques, elles l'ont déjà fait. Les brevets racontent la même histoire. La Chine dépose désormais plus de demandes de brevets que n'importe quel autre pays, davantage que les États-Unis, que le Japon, que l'ensemble des pays européens réunis. On peut débattre de la qualité moyenne de ces brevets, et c'est un débat légitime, mais la tendance est claire, massive et irréversible. Dans les technologies clés du 21e siècle, la Chine n'est plus à la traîne. Dans les batteries pour véhicules électriques, elle contrôle plus de 70% de la capacité mondiale de production. Dans les panneaux solaires, la domination est encore plus écrasante, proche de 80%. Dans les terres rares, ces minerais indispensables aux smartphones, aux voitures électriques, aux éoliennes et aux systèmes militaires avancés, la Chine contrôle plus de 60% de l'extraction mondiale et plus de 80% du raffinage. Ce sont des chiffres qui définissent un rapport de force structurel, pas un simple avantage conjoncturel. Les États-Unis ont tenté de freiner cette ascension en limitant l'accès de la Chine aux semi-conducteurs les plus avancés et l'administration Biden a même renforcé ces restrictions. Le raisonnement était clair. Si la Chine ne peut pas obtenir les puces les plus performantes, elle ne pourra pas rivaliser en intelligence artificielle ni en calcul de haute performance. Ce raisonnement semblait logique il y a 5 ans.
Aujourd'hui, il relève de l'illusion. Huawei, l'entreprise frappée par les sanctions les plus lourdes de l'histoire économique moderne, a lancé un smartphone équipé d'une puce de 7 nanomètres conçue et fabriquée en Chine. Des experts occidentaux affirmaient que c'était impossible. Ils disaient que la Chine avait des années de retard et que les sanctions la maintiendraient dans cette position. Ils se sont trompés. Ils ont sous-estimé la capacité de mobilisation d'un État qui considère l'autonomie technologique comme une question de sécurité nationale. Et cela nous amène à une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Les sanctions et restrictions américaines ne freinent pas la Chine, elles la renforcent. Elles l'obligent à développer des capacités qu'elle aurait continué à acheter à l'Occident. Elles créent des incitations massives à investir précisément dans les secteurs où la dépendance était la plus forte. Elles accélèrent exactement ce qu'elles prétendaient empêcher. C'est comme un médecin qui chercherait à affaiblir un patient en lui prescrivant un entraînement intensif. La douleur est réelle à court terme, mais le patient en sort plus robuste. C'est exactement ce que les sanctions technologiques produisent. Mais voici ce que presque personne ne veut voir. Cette guerre ne concerne pas seulement les biens, les usines ou les droits de douane. Elle concerne le système monétaire international. Elle concerne le dollar. Et c'est ici que la défaite américaine devient véritablement stratégique. Le pouvoir des États-Unis dans l'économie mondiale repose sur le rôle du dollar comme monnaie de réserve internationale. Cela leur permet de s'endetter dans leur propre monnaie, de financer des déficits commerciaux chroniques, d'imposer des sanctions financières ayant une portée mondiale. C'est ce que les économistes appellent le privilège exorbitant. Et ce privilège s'érode, lentement mais sûrement. Lorsque Washington a utilisé le système financier mondial comme une arme, lorsqu'il a gelé les réserves russes, sanctionné des banques chinoises, menacé de déconnecter des pays entiers du système SWIFT, il a envoyé un message limpide. Détenir ses réserves en dollars, dépendre du système financier américain, c'est s'exposer à une pression politique directe. Le reste du monde a compris. Les banques centrales diversifient leurs réserves hors du dollar à un rythme inédit. Les achats d'or atteignent des niveaux records. De plus en plus de transactions commerciales se font en yuan, en roupies, en monnaie locale, tout sauf en dollars. La part du dollar dans les réserves mondiales est passée de plus de 70% il y a 20 ans à moins de 60% aujourd'hui. Cela peut sembler marginal, mais cela représente des milliers de milliards de dollars qui ne soutiennent plus le système financier américain. Et la tendance s'accélère. La Chine est au cœur de ce mouvement. Le yuan reste encore minoritaire dans les échanges mondiaux, mais il progresse. Plus important encore, Pékin construit l'infrastructure d'un système financier alternatif. Le yuan numérique est déjà opérationnel. Le système chinois de paiements interbancaires transfrontaliers traite déjà l'équivalent de milliers de milliards de dollars. Les fondations d'un monde où le dollar n'est plus indispensable sont en train d'être posées. C'est précisément cela qui m'inquiète le plus en tant qu'économiste ayant étudié l'histoire des systèmes monétaires. Une fois que la confiance dans une monnaie de réserve commence à s'éroder, le processus n'est jamais linéaire. Ce n'est pas une lente descente contrôlable. Ce sont des plateaux suivis de ruptures soudaines. Et chaque fois que les États-Unis utilisent le dollar comme une arme géopolitique, ils accélèrent ce mécanisme. La guerre commerciale avec la Chine dans ce contexte n'est pas un simple échec de politique commerciale. Elle s'inscrit dans une logique plus large d'usage coercitif du pouvoir économique américain, une logique qui provoque exactement les réactions qui menacent le plus ce pouvoir. Mais il faut comprendre un autre élément fondamental, souvent sous-estimé et pourtant décisif. La dimension temporelle. Les États-Unis fonctionnent sur des cycles de 4 ans. Chaque administration dispose d'un horizon politique extrêmement court. Les politiques doivent produire des résultats visibles avant la prochaine élection. Les entreprises américaines, elles, fonctionnent sur des cycles trimestriels,
obsédés par les résultats à court terme et la satisfaction immédiate des actionnaires. La Chine, à l'inverse, raisonne sur des horizons de plusieurs décennies. Le Parti communiste chinois n'est pas soumis à des élections compétitives. Il peut planifier sur 10, 20, 30 ans sans se soucier de résultats immédiats. Les entreprises chinoises, qu'elles soient publiques ou privées, sont largement alignées sur ces objectifs de long terme. Lorsqu'un gouvernement américain annonce une nouvelle mesure commerciale, Pékin sait qu'il lui suffit souvent d'attendre. Attendre un changement d'administration. Attendre que les entreprises américaines fassent pression pour assouplir les restrictions. Attendre que le coût politique des droits de douane devienne insupportable. Le temps joue en faveur de la Chine, et les deux camps le savent parfaitement. Cette asymétrie temporelle est dévastatrice pour toute stratégie américaine de long terme. C'est comme jouer aux échecs contre un adversaire qui n'a pas de pendule alors que ton temps s'écoule inexorablement. Pendant que Washington gaspillait son capital politique et économique dans une guerre commerciale qu'il ne pouvait pas gagner, la Chine construisait quelque chose de bien plus structurant. Elle bâtissait les fondations physiques et financières d'un ordre économique alternatif. L'initiative des nouvelles routes de la soie, ce gigantesque programme d'infrastructures reliant la Chine à l'Asie, à l'Afrique, à l'Europe et au-delà, représente des investissements de plus de 1000 milliards de dollars. Ports, autoroutes, chemins de fer, réseaux de fibres optiques, centrales énergétiques, tout est conçu pour créer des flux commerciaux qui ne dépendent ni des infrastructures ni du système financier occidentaux. Plus de 140 pays ont signé des accords de coopération dans le cadre de cette initiative. C'est davantage que le nombre de pays liés au FMI par des conditions largement influencées par Washington. Une architecture parallèle est en train d'émerger pendant que les États-Unis restent focalisés sur des batailles tactiques déjà perdues. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, créée par la Chine comme alternative à la Banque mondiale et au FMI, compte désormais plus de 100 pays membres. Effet révélateur, plusieurs alliés traditionnels des États-Unis, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France ou encore l'Australie, ont rejoint cette institution malgré les pressions américaines. Cela en dit long sur la manière dont le reste du monde évalue l'évolution du rapport de force. Pendant ce temps, la base industrielle américaine continue de s'éroder. La pandémie a agi comme un révélateur brutal de cette fragilité. Il manquait des masques, des respirateurs, des médicaments génériques. Tous ces produits avaient été délocalisés pendant des décennies parce que leur production était moins coûteuse ailleurs. Lorsque la crise est survenue, les États-Unis ne disposaient plus des capacités nécessaires pour produire rapidement ces biens essentiels. Des promesses de relocalisation ont été faites. Des lois ont été votées pour encourager la production nationale, notamment dans les semi-conducteurs. Mais la réalité est implacable. Ces efforts, aussi significatifs soient-ils sur le papier, ne suffisent pas à compenser des décennies de désindustrialisation. Construire une usine de semi-conducteurs de pointe coûte entre 10 et 20 milliards de dollars et nécessite 4 à 6 ans. Les États-Unis en projettent quelques-unes. La Chine en exploite déjà des dizaines et continue d'en construire. L'écart ne se réduit pas, il se creuse. Et il existe un facteur rarement évoqué, mais absolument central, la main-d'œuvre. Les États-Unis manquent cruellement d'ingénieurs, de techniciens qualifiés, de travailleurs formés aux métiers industriels avancés. Pendant des décennies, le système éducatif et les signaux du marché ont orienté les jeunes vers la finance, le droit, le marketing, les services numériques. Les carrières industrielles ont été dévalorisées. La Chine, elle, forme chaque année plus d'ingénieurs que les États-Unis et l'Europe réunis. Elle dispose d'universités techniques dédiées à l'alimentation de son appareil productif et de programmes de formation professionnelle produisant des millions de techniciens qualifiés.